Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup à nos deux premiers intervenants d'être venus et merci à tous d'assister à Heroes Meetup. C'est la deuxième édition d'Heroes Meetup et on est toujours très content de vous accueillir à Stockly. Petite précision, il y a ceux qui veulent rester pour après, il y a une pile de pizza qu'on servira après le. Et des bières. Donc enchanté, moi c'est Oscar. Je suis situé à Stockly et aujourd'hui je vais parler de comment on essaye d'éviter des bugs. Enfin, évidemment, des bugs, ça va toujours arriver, mais ça devient de plus en plus important, surtout quand on est plusieurs à travailler sur le code, quand on atteint des dizaines, des centaines, voire des milliers de développeurs. Et on va voir quel process, quelles bonnes pratiques on peut mettre en place pour faciliter la vie des développeurs et passer plus de temps à faire de l'engineering qu'à du debugging. Tout d'abord, les bugs, ça va arriver. Les humains ont fait des erreurs, du coup, on écrit des bugs. Il faut se dire qu'on est des très très bons développeurs, mais en vrai, il y a toujours des jours où on est fatigué. Ça va donc arriver, il va y avoir des erreurs. Ça peut arriver à cause de typos. Par exemple, vous laissez passer un point d'exclamation. En Rust, ça peut être assez game changer. Ça peut être parce que vous n'avez pas très bien compris l'interface d'une API ou d'une librairie, et donc ça ne se comporte pas exactement comme vous vouliez. Ou alors, ça peut être parce que vous supposez des états sur votre système informatique, et en fait, il n'est pas du tout dans cet état, et donc ça se comporte en rebelote, pas comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur comment on essaie de réduire les deux derniers. Donc, faire des interfaces qui permettent de réduire moins de chances à bugger et comment on se trompe moins sur l'état de notre système. Tout d'abord, ça c'est un des principes de code à Stockly. Il s'agit d'essayer de réduire l'espace des situations représentables. C'est-à-dire que les situations qui n'ont pas vocation à être dans la réalité ne doivent pas être représentables dans le système informatique. C'est pas toujours possible, mais Rust nous aide beaucoup à le faire. Et ceci, ça permet en fait de faire en sorte que le développeur ne puisse pas écrire le bug. Parce que le meilleur bug, c'est le bug qui ne puisse pas être écrit. Typiquement, on va prendre un exemple à Stockly. Aujourd'hui, Stockly, c'est donc un réseau de commerçants qui mutualise les stocks pour réduire les ruptures. On vend donc parfois sur des marketplaces. Sur ces marketplaces, on gère ce qu'on appelle le consumer service. Le consumer service, c'est des clients qui nous demandent alors, elle est où ma commande? Ça peut être parfois quand on est très mauvais, l'opérateur de la marketplace nous dit ça serait quand même pas mal que vous répondiez à ce client. Nous, un message, on peut l'envoyer soit à un consommateur, soit à un opérateur de la marketplace, soit au deux. Une interface assez naïve serait de faire une fonction, tout simplement en W1, qui nous envoie est-ce que j'ai envie d'envoyer un message à mon consommateur et est-ce que j'ai envie d'envoyer un message à mon opérateur. À Stockly, on va essayer d'éviter ce genre de fonction, simplement parce que si on envoie false, false, ça n'a pas de sens. Le message ne peut pas. Dans ce cas, on arrive à une erreur. Bon, si jamais on a cache notre erreur, c'est pas grave, mais c'est quand même plus relou, parce que souvent, en fait, on ne va pas souvent lire false, false. On va recevoir des arguments d'une autre fonction, ça va descendre, on ne sait pas trop ce qui se passe, et ensuite, on se retrouve dans des états plus chelous. À la place, on peut essayer de réduire l'espace des possibles, et donc, grâce à Rust, utiliser un ennemi. Typiquement, je peux envoyer à un consommateur, je peux l'envoyer à un opérateur, ou je peux l'envoyer aux deux. Grâce à cette représentation, ça nous permet, on n'a que 3 possibilités, comparé à 4 ici, si jamais on avait une implémentation naïve. Pour ça, on a plusieurs guidelines qui nous permettent d'implémenter ce principe. Tout d'abord, il s'agira de décorréler les champs des structures et les fonctions des arguments. À chaque fois que vous avez une corrélation entre 2 arguments d'une même fonction, ou 2 champs de structure, vous ouvrez la possibilité à un développeur de d'écrire quelque chose d'incohérent. Donc après, ça peut être checké, mais c'est toujours plus simple si ça ne l'est pas. Il faut se dire notamment qu'on est dans un marché de tech relativement tendu.
Et donc, on va recruter beaucoup de personnes, et notamment des juniors. Et en fait, être capable de réduire les stress possibles, réduire tout simplement, explique plus facilement aux nouveaux de l'entreprise quel est vraiment l'état des possibles. Deuxième point, éviter des choses qui sont state dependent. Ça, bon, c'est un peu chiant. State dependent, parfois on n'a pas le choix, mais si on peut l'éviter, on peut. Stockly, on est dans le web, on est dans le e-commerce. Vous pouvez presque tout le temps, quand vous faites du web, éviter du state dependent. Et enfin, réduisez les possibilités de typage grâce à Rust. Et Rust a un système de type assez complexe qui nous permet de le faire. Deuxième point, je vais un tout petit peu vite parce qu'on a dépassé avant. Deuxième point, il s'agira de séparer ce qu'on va appeler des fails des internals. À ce qu'il a détecté qu'une fonction souvent avait 3 outputs possibles. Un premier output, mon code n'a pas fonctionné. Je crée ce qu'on va appeler une erreur interne. Ça, c'est-à-dire que je dois aller changer le code. Un développeur doit aller regarder et aller changer le code. Un deuxième output possible va être que le code a tourné comme on voulait qu'il tourne, mais n'a pas pu produire le résultat estimé, voulu, car l'état sous-jacent était incorrect. On a appelé une fonction alors qu'on ne devait pas l'appeler. Et enfin, tout s'est très bien passé et je récupère ma valeur. À ce moment, on représente ça sous forme de result, ce qu'on a appelé result 2. On va avoir dans la valeur au premier niveau, dans la variante R, une internal error, et dans le cas OK, c'est-à-dire le code s'est bien passé, soit le code s'est bien passé et je n'ai pas produit la valeur que je voulais, soit le code s'est bien passé et j'ai produit la valeur que je voulais. Prenons un exemple. On souhaite enregistrer une annulation d'une commande. Si vous avez déjà acheté sur Internet, vous savez que vous pouvez annuler votre commande. Vous avez un serveur qui enregistre vos annulations. Et ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Typiquement, on reçoit une valeur incohérente de la base de données, auquel on ne s'attendait pas. Le schéma de la base de données n'est pas en cohérence avec ce que mon serveur attend. Je m'attends à une chaîne de caractères, j'ai reçu un entier, j'ai reçu une valeur nulle, je m'attendais à ce que c'était pas null, je crache une erreur. Deuxième point, en fait, la commande peut être déjà annulée. Si jamais vous offrez des API aux publics, vous n'avez aucune garantie que les personnes ne vont pas l'appeler alors que votre commande est déjà annulée. Dans ce cas-là, on va répondre ce qu'on appelle le fail, dire moi j'ai bien fonctionné, j'ai fait mon check et je ne vais pas faire l'annulation parce que c'est déjà annulé. Ou alors, on va avoir la value, et dans ce cas, on aime bien envoyer un token de preuve qu'on a bien fait ce qu'on a fait, et dans ce cas, on renvoie souvent l'identifiant de cette annulation. On va regarder maintenant aujourd'hui, on va se focus sur comment on gère les fails et les petits helpers qu'on a fait pour traiter nos fails. Tout d'abord, on a fait une macro qui s'appelle TrailerWrap. Celle-là est disponible, c'est une toute petite clé qui s'appelle TrailerWrap S, parce que quelqu'un avait déjà pris le nom de TrailerWrap. S pour Stockly. Cette macro TrailerWrap, elle permet quand je reçois une erreur, je prends une fonction qui renvoie un result, et dire si j'ai ma valeur result, je veux extraire, comme l'ancienne macro try de Rust, pour ceux qui se rappellent avant le point d'interrogation. Soit, en fait, c'est pas une erreur interne que j'ai reçue, c'est une erreur de validation. Par exemple, j'ai voulu vérifier qu'on m'avait envoyé une chaîne de caractères non vide. Et dans ce cas-là, je ne veux pas faire remonter une erreur parce que je ne veux pas envoyer une erreur interne, mais je veux wrapper pour envoyer OK de erreur de ma chaîne de caractères aurait dû être non vide. Et enfin, on a fait un trait qui s'appelle Result 2, qui, des versions précédentes de ce trait sont accessibles sur la tracking issue de Result Flattening, spécifiquement pour celle-là, parce que c'est tapé des warnings, une fois que vous voulez stabiliser flatten, qui permet tout simplement de gérer. Et vous pouvez voir qu'on a 3 types, type V qui est la value, le type E qui est l'erreur, souvent l'erreur interne, et le type F qui est le type fail. Ça permet de notamment traiter comment on flatten. Flatten, et le point le plus important, c'est que quand vous avez une erreur, vous pouvez choisir ce que vous faites dedans. J'ai reçu que j'ai pas pu faire. Si j'ai pas pu faire,
Souvent, il y a trois cas possibles que vous pouvez faire. Vous pouvez dire en fait, c'est bizarre que j'ai ce fail parce que j'avais vérifié que ce fail n'existait pas avant. Par exemple, si votre fonction était je vérifie que ma commande n'est pas annulée et ensuite j'annule, c'est pas très bonne pratique, mais vous pourrez le faire. Dans ce cas-là, si vous recevez comme fail ma commande est annulée, vous allez renvoyer une erreur interne. Pourquoi vous allez renvoyer une erreur? Parce que au moment où vous écrivez votre code, vous êtes relativement serein que vous avez relu, vous avez fait votre check, donc là ça a fonctionné. Par contre, 6 mois plus tard, quelqu'un va modifier les 10 lignes dessus là où vous avez fait votre check, et votre nouvelle fonction étant 10 lignes en dessous, il va pas vérifier que, potentiellement, mon erreur était déjà annulée. Et donc là, vous voulez renvoyer des erreurs pour dire, vous avez oublié de faire ce check-là. Vous pouvez sinon dire, ok, je fais un fail, je remonte le fail, parce que j'ai vu avec la valeur try or wrap. Et enfin, vous pouvez dire, je peux retomber sur mes pattes. Par exemple, si jamais vous exposez une erreur interne, vous pouvez dire, ok, c'est pas grave, j'ai pas très envie de te dire que ma commande était déjà annulée, je vais juste te renvoyer l'ID, et comme ça je flatten en disant, soit j'ai pas marché, soit je te renvoie l'ID. Alors, on va faire un exemple de pourquoi c'est cool. Ici, on a donc, sur la gauche l'implémentation d'une fonction très classique à Stocky, d'une API très classique. Ce que ça fait, c'est ça prend un EAN et ça va l'enregistrer dans un de nos entrepôts pour dire attention, cet EAN va bientôt arriver chez toi. Comment ça marche? Relativement facile. On a une requête qui arrive, qui est une requête register barcode, et on va d'abord la valider avec ce train to. Ce train to, il va vérifier typiquement ce que j'ai dit, qu'on ne m'a pas envoyé des trucs complètement nuls. Par exemple, des chaînes de caractères vides ou des chaînes de caractères beaucoup trop longues. Donc pourquoi on vérifie souvent que c'est non vide? Parce qu'on utilise du gRPC. Le gRPC met des valeurs par défaut partout. Et donc en fait, ça arrive, si vous avez oublié un argument, dans gRPC, ça vous donne l'argument par défaut. En l'occurrence, des chaînes de caractères. Ça va un peu forcer à tout valider. Ce train to valide, et là vous voyez que je vais le try or wrap. C'est-à-dire que si jamais j'ai une erreur de validation de ma donnée, je n'ai pas envie de renvoyer une internal error, j'ai envie de renvoyer du string 404, qui va être ce qu'on appelle ici le RPC result, en disant OK de error, ta chaîne de caractères n'est pas valide, vérifie ton appel. Et ce sera au développeur qui a codé l'appel de changer son code. Ce n'est pas à ce code-là de changer. Et ensuite, on envoie la fonction applicative qui, elle, va gérer la connexion avec notre entrepôt. Potentiellement, j'ai une erreur interne, ce qui me permet de faire relever cette erreur interne. Et ensuite, potentiellement, j'ai une erreur, ça se trouve, Jamalot, il avait déjà cette EN, potentiellement. Donc, il avait déjà envoyé, il me dit, tu m'as déjà fait. Parce que là, je peux renvoyer une 403 ou une 404. Cette séparation en trois types, elle est arrivée du fait qu'on avait envie de faire des choses différentes quand on est en fonction de ces différents types de réseaux. Internal result, à Stockly, on a grosso modo envie d'envoyer un maximum de données sur l'état courant du système et de pourquoi ça brûle. On a envie d'envoyer une description assez claire de je m'attendais à ce que ce truc-là n'arrive pas parce que ce truc-là. L'idée là, ça va être d'optimiser le temps de debug et pas du tout le temps de compute. Les internal errors, on peut supposer que ça arrive relativement peu fréquemment. Et ça coûte beaucoup moins cher de payer des serveurs que de payer des développeurs. Et donc là, on va donner un maximum de données. Quand on a un fail, on va plutôt renvoyer la donnée structurée pour permettre à l'application de soit retomber sur ses pattes, soit décider d'afficher de manière plus ou moins structurée, plus ou moins jolie à l'utilisateur pourquoi son input n'est pas correct. Et sur la value, on va souvent nous voir. Vous avez à droite un cargo watch de ce code-là. Ce qui me permet de montrer de qu'est-ce qui se passe si jamais je suis un développeur plutôt junior, je vois, j'ai un rec train2, train2 c'est vraiment un result, ok, en fait j'utilise pas très rare parce que le réflexe en Rust, quand j'utilise un result, n'est pas d'utiliser très rare, mais d'utiliser un point d'interrogation, et je mets mon point d'interrogation. Que se passe-t-il? Eh bien, ça ne compile pas. Donc, je ne peux pas me tromper sur à quel niveau je devais renvoyer.
vous voyez que ici, le trait stderror, donc qui permet de calculer la stack trace, calculer plein de choses, n'est pas implémenté sur les fails. C'est un point très très important et qu'on ne va pas implémenter fail, ou en l'occurrence on utilise anyhow error maintenant, pour pas qu'on puisse convertir des erreurs, des fails en erreur. Pour cela, là, vous avez plutôt un exemple de comment on va forcer le développeur à utiliser ces fails. On va dire, typiquement, on est dans une fonction qui enregistre typiquement une décision d'une évaluation. Si jamais on arrive ici, une fonction où on avait déjà vérifié, typiquement cette annulation existait déjà. On arrive ici, peut-être remonter un peu, hop. On arrive ici en disant, là, on m'a menti. Moi, j'avais dit que pour appeler cette fonction, ça devait exister. Et là, ça n'existe pas. Donc, je vais renvoyer une erreur interne. Bail renvoie une erreur interne qui dit, en l'occurrence, c'est pas le même bail que failure. On l'a réécrit chez nous, mais on a gardé la nomenclature pour que ce soit proche. Pour dire que ça ne fonctionne pas. Ou alors, on a une chose, c'est typiquement ici, je peux décider de faire remonter mon erreur. Typiquement, je renvoie le OK est frappé en haut, je renvoie un OK de erreur de attention, j'ai juste remonté une fail. Je ne peux pas décider ce truc-là parce que c'est une annulation qui a été faite par Stockly. Quand Stockly est nul, on n'attend pas de décision, sinon on décide d'annuler, c'est annulé. Ou alors l'autre. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est magnifique. Pas de questions? Excellent. Il est à table. Merci à tous. Ah non. Quel est l'intérêt d'utiliser comme ça plusieurs résultats avec des internal errors et des erreurs clients par rapport à juste des paniques? Juste des paniques? Oui. Alors, tu as plusieurs. Tu as deux, trois raisons. Tout d'abord, c'est un peu plus facile à gérer. Tu as envie de pouvoir utiliser tes plans d'intégration et tu as vraiment envie de forcer tes développeurs à utiliser le fail. À la base, j'en ai sur on veut réduire les incorrect assumptions. Mais en fait, écrire les fails dans le type de tes fonctions, ça explique très clairement au développeur qu'est-ce qui peut foirer quand tu peux appeler cette fonction. Et donc ça rappelle à chaque usage de la fonction de est-ce que tu as vérifié ça? Ou alors, qu'est-ce que tu veux faire si jamais ceci arrive? Et c'est un des trucs que vous voulez garder. Rust vous force à gérer tout ça, il ne les fait pas remonter par défaut. Et on aimait plutôt bien ça. Et donc, je me suis dit, ok, on va forcer les développeurs à traiter les cas de fail et à au moins les lire. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Ouais, rapidement. Là, si j'ai compris, vous avez identifié un peu deux types d'erreurs différents, les erreurs internes et les erreurs interagir avec l'environnement, on va dire. Ouais. Le genre d'applicatif ne nécessite pas de changer ton code. Ouais, voilà. Et du coup, vous avez votre type nesté avec deux niveaux. Mais ça, c'est un peu fixé, ça a fixé un peu votre code tout le temps. Ça aurait été quoi l'avantage comparé? Choisir une solution avec un result seulement, mais dans ton erreur, c'est un ticket enum avec les deux sortes possibles d'erreurs. Parce que du coup, tu peux augmenter. Ouais, tu as. Alors, tu peux quand même l'augmenter ici parce que souvent, donc l'internal error, c'est souvent un truc qui est de type internal error, qui capture une stack trace, qui capture un test, qui capture tout un tas de choses. Le type fail, c'est souvent un enum qui va expliquer les différentes raisons que tu peux payer. Tu peux encore l'augmenter. La différence, c'est que tu ne veux pas vraiment faire la même chose quand tu as un fail ou quand tu as une internal error. Quand tu as un call API et que tu as une internal error, tu as en fait envie juste de faire remonter ton internal error jusqu'à ta fonction pour envoyer une erreur 500 et report tout ce qui s'est passé à un système d'error reporting type Sentry. Quand tu as un fail, tu as envie que tes développeurs gèrent ce fail-là pour soit dire ok, ça j'avais vérifié avant, j'ai pas besoin, ou alors dans ce cas je retombe à cette patte, ou dans ce cas je fais ça. Si jamais tu mets qu'un seul enum, tu as une grosse tentation de la part des développeurs de dire ça c'est bon, c'est ma DB qui ne répond pas, je fais remonter, ça je fais remonter, je fais remonter. En fait quelqu'un a ajouté un nouveau truc, et là il l'a pas traité. Et là tu l'as pas un peu. Donc c'est une des manières de forcer l'usage, de forcer le traitement.
Parce que t'incite à le faire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Eh bien, vraiment bon appétit pour cette fois-ci alors.